Bonjour à tous. On va discuter au cours de cette dernière vidéo qui traite des bases de données du stockage pour le big data, de la base de données MongoDB, qui est une base de données très populaire, utilisée dans plein de solutions big data. Alors, Mongo veut dire énorme en anglais, ou mongoose, et donc ça fait référence au fait que ce système de gestion de base de données peut être réparti sur un nombre quelconque d'ordinateurs, de nœuds, et donc il peut stocker des informations de taille très très large, et ne nécessite pas de schéma prédéfini des données, comme c'est le cas par exemple dans les bases de données relationnelles, où vous devez définir des tables puis des relations entre les tables. Alors, c'est une base de données orientée document. On l'a vu dans notre discussion sur les bases de données NoSQL, plusieurs types. Clé valeur, orienté graphe, orienté colonne et puis document. Donc on va voir de manière concrète à quoi ça ressemble ce type de base de données. MongoDB a été développé en langage C++, juste un détail. Alors, de manière générale, MongoDB permet de stocker et de manipuler des objets au format BSON, qui est en fait l'équivalent format binaire ou une représentation binaire du format JSON qui est très utilisé sur le web, et donc sans avoir un schéma prédéterminé. Et cela n'empêche pas de rajouter des clés ou des index qui permettent d'accéder rapidement aux données à la volée. C'est complètement différent des bases de données classiques relationnelles où les clés, ce qu'on appelle les index primaires, secondaires, doivent être définies dès le départ. Alors, de manière générale, les données prennent la forme de documents enregistrés eux-mêmes dans des collections. Alors, si vous voulez, une collection, c'est une base de données. Dans la définition classique, donc c'est une base de données. Et puis, document, c'est un petit peu l'équivalent de table dans une base de données relationnelle. Une collection peut contenir un nombre quelconque de documents. Il n'y a pas de limite particulière sur la contenance ou la capacité d'une collection. Contrairement aux bases de données relationnelles, les champs et les enregistrements sont libres. Donc on est libre de définir tous les champs qu'on souhaite pour un enregistrement en particulier. Et deuxièmement, ils peuvent être différents d'un enregistrement à un autre, au sein même d'une même collection. C'est-à-dire différents enregistrements, par exemple, qui correspondent à des personnes ou à des lieux, peuvent avoir des attributs, des champs totalement différents. Seul champ commun et obligatoire est le champ de clé principale ID qui est généralement rajouté de manière automatique par MongoDB. Alors, MongoDB permet beaucoup de souplesse et de flexibilité dans la gestion et le stockage des données. Par contre, on n'a pas la possibilité de faire des requêtes très complexes, comme c'est le cas dans les bases de données SQL, notamment avec les jointures, etc. Mais cela étant, comme on va voir plusieurs exemples dans les prochains slides, on peut avoir à faire des requêtes assez sophistiquées. Alors, on peut faire des requêtes dans différents types de langages, donc il y a différents API. Alors, au départ, MongoDB était utilisé à partir de JavaScript, donc une API JavaScript, mais on trouve des API pour tous les langages standards tels que Python ou Java. Et même, on peut utiliser la base à partir d'un shell, à partir d'un interpréteur de commande et entrer les différentes commandes ou instructions qu'on souhaite exécuter. Exemple de collection. Donc, là, on a représenté une table dans un format classique avec les attributs ID, nom, prénom, âge, différentes personnes. Et au milieu, on voit leur équivalent en MongoDB. Donc, il y a l'ID qui est l'identificateur unique
l'identificateur unique de l'enregistrement ou de l'objet. Donc c'est une chaîne qui est rajoutée automatiquement. Et puis on trouve les différents champs ou attributs, donc le nom. Donc pour chaque attribut, on a le nom de l'attribut. Et puis la valeur associée. Donc nom, prénom, âge. Pour le deuxième enregistrement, vous voyez qu'il y a le nom, prénom, mais on n'a pas l'âge, on a à la place, on a l'adresse, puis la ville. Donc vous voyez que ça peut être différent d'un enregistrement à un autre au sein de la même collection. Et à droite, on voit l'enregistrement d'une autre personne. Mais ici, on remarque que l'adresse elle-même est constituée de plusieurs autres enregistrements. C'est-à-dire, ici, on met en œuvre ce qu'on appelle l'imbrication. C'est-à-dire, il y a des enregistrements, un ensemble, une liste d'enregistrements qui est imbriquée dans un autre, plutôt une liste de champs, hein, ici on parle de champs, qui est imbriquée dans un super champ qui est l'adresse. Donc l'adresse se décompose de la rue et de la ville. Donc en fait ici on a réécrit forme différente le même enregistrement que nous avons ici. Donc voici un exemple très simple d'une d'une collection en MongoDB. Autre exemple, ici nous avons un enregistrement qui concerne donc une personne avec nom, prénom. Alors dans le champ domaine, vous avez une liste par exemple de compétences de cette personne. D'accord? Donc ici on reconnaît un petit peu la syntaxe JavaScript ou Python aussi. Donc la manière de définir une liste. Emploi est une liste aussi, mais en fait elle est plus complexe puisqu'il y a des champs qui sont eux-mêmes décomposés en plusieurs champs. Donc, premier champ c'est l'établissement, donc on a l'ID de l'établissement, la qualité. Donc là, simplement ça fait référence au lieu, au établissement où cette personne a travaillé ou oui, travaillé dans le passé, donc c'est une sorte de CV. Donc nous avons la liste de ces différents emplois et puis son adresse avec le champ qui s'appelle habit. Et vous avez l'adresse qui se décompose en champ adresse et puis la ville. Alors maintenant on va voir quelques exemples. Alors MongoDB permet des requêtes de différents types, hein, assez complexes de filtrage, de projection. Donc on va voir quelques exemples assez simples. Et peut-être on fera une vidéo spéciale pour traiter des cas plus complexes où on va faire une démonstration en direct sur l'utilisation de MongoDB ou le shell de MongoDB à partir sur une machine Linux. Alors ici, nous avons une requête sur, alors DB c'est le nom de la collection, restaurant c'est le document, et ici on souhaite juste retrouver un enregistrement quelconque, il n'y a pas d'attributs ou d'arguments particuliers qui ont été spécifiés. Donc en fait, simplement le système va renvoyer le premier enregistrement dans cette collection. Alors l'enregistrement, il concerne un restaurant avec son ID. Ça, c'est l'ID qui est rajouté par le système et ça, c'est l'ID qui a été attribué par l'utilisateur. Donc le nom du restaurant, borough c'est un petit peu le quartier ou le district. Le type de cuisine, l'adresse qui est elle-même composée en plusieurs champs, building, coordonnées GPS, ils sont en même, vous voyez ici c'est un type de coordonnées géographiques. La rue, le code postal. Et puis ici nous avons grade, c'est simplement des notations qui a été données par différentes personnes ou clients qui ont mangé dans ce restaurant et on voit la date de cette appréciation et puis le score. Grade, c'est A et le score, etc. Donc ça, c'est des appréciations qui ont été données par des habitués ou des clients de ce restaurant.
Donc la requête par filtrage, ici, il n'y a pas de filtrage en fait. Simplement, on renvoie le premier enregistrement de la collection. Alors maintenant, si on veut spécifier des restaurants particuliers, hein, on peut rechercher des restaurants particuliers, on doit spécifier. Alors c'est assez simple, hein, ça ressemble un petit peu aux définitions du champ lui-même. Donc on indique par exemple qu'on souhaite chercher des restaurants dans le district de Brooklyn, la ville de New York, qui proposent une cuisine italienne. Donc ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple un petit peu plus élaboré, où on cherche des restaurants à Brooklyn, toujours cuisine italienne, qui se situent sur la 5e avenue. C'est une avenue très longue, hein, de New York, et où le nom du restaurant contient le mot pizza. Hein, donc on, on- on spécifie ça en mettant un slash pizza, et puis le slash i veut dire que c'est pas sensible à la casse, c'est-à-dire pizza, que ça soit écrit avec P majuscule ou minuscule ou n'importe quelle lettre à l'intérieur, euh, c'est-à-dire fait partie tout ça c'est accepté, hein, comme critère de recherche. Parce que par défaut, donc, il y a une différenciation entre majuscule et minuscule. Alors, requête par projection veut dire, euh, donc on cherche ou on filtre euh, la collection par des attributs. Donc c'est le même exemple qu'on a vu sur le slide précédent, sauf qu'ici, on souhaite simplement récupérer le nom. Donc pour cela, on met name et 1 pour dire que on souhaite que ce champ soit présent dans la réponse. Donc la réponse va être constituée de l'object ID qui est toujours présent, qui est retourné par défaut, et puis le nom du restant. Donc ici, on parle de projection parce qu'en fait, on a projeté l'ensemble des attributs d'une collection pour ne retenir que quelques-uns. Ici, un seul. On a la possibilité aussi de faire du filtrage avec des opérations. Donc cette requête, toujours à propos des restaurants, donc permet de chercher des restaurants dans le district de Manhattan. Alors ici, on a en fait, on recherche un score assez particulier. Donc le score, c'est les valeurs numériques que nous avons ici, hein, qui ont été laissées par différents clients du restaurant. Alors ici, on cherche des restaurants avec un score less than, donc inférieur à 10. Donc tous les restaurants dont le score est inférieur à 10. Et en même temps, greater than 10. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être supérieur à 10. Donc on va avoir, lorsqu'on regarde dans la liste, simplement, il y a un seul qui correspond à ce cas. Bon, il n'est pas ici, c'est pas grave. Donc voilà, je répète ici, on cherche les restaurants avec un score inférieur, less than 10, d'accord? Et puis euh, qui n'est pas supérieur ou égal à 10. Et en projection, on met le nom, donc on cherche à avoir le nom, name, le score, et donc comme résultat, c'est ce qu'on voit ici, on a trouvé un restaurant qui correspond à ça, où l'ensemble des grades, hein, que nous avons sont inférieurs à 10. D'accord? Donc, je répète que ça soit clair cette partie. Ici, on cherche, parce que les grades, il y a plusieurs, hein. Donc, chaque utilisateur, il va laisser un score. Bien. Donc, on souhaite qu'il y a, c'est-à-dire ceux qui vont être retenus, c'est
les restaurants où il existe euh, au moins un score qui est inférieur à 10, d'accord? Mais où il n'y a aucun score supérieur ou égal à 10. Donc ici, on remarque qu'on a 3, 4, 6, 8. Donc ça, c'est des scores inférieurs à 10, mais il y a, si par exemple ici on avait un score qui était supérieur à 10, cet enregistrement, enfin, oui, cet enregistrement n'aurait pas été retenu. D'accord? Donc voilà, donc au moins qu'il y ait un avec inférieur à 10, mais aussi deuxième, donc c'est un et, c'est-à-dire qu'il faut que les deux conditions soient satisfaites, le fait qu'il existe au moins un score inférieur à 10 et qu'il n'y ait aucun qui soit supérieur ou égal à 10. C'est-à-dire on veut simplement avoir les restaurants qui a été mal notés par tous les utilisateurs. Donc voilà, c'est juste un exemple pour vous donner une idée sur les possibilités de... Après, on peut faire plein de choses. Peut-être dans la vidéo de démonstration en live, on fera plus d'exemples intéressants. Alors maintenant, on revient un petit peu sur le point de vue fonctionnel et conceptuel de cette base de données. Donc d'abord, on se rappelle qu'on est dans le contexte Big Data. Donc, il y a des besoins de redondance et tolérance aux fautes, comme c'est le cas pour tous les composants qu'on a traités. Donc, MongoDB, pour gérer la redondance et la tolérance aux fautes, utilise le principe de maître-esclave, c'est-à-dire il y a une base de données ou un serveur primary, donc primaire, à qui toutes les requêtes sont envoyées par les différentes applications. Et il s'occupe de la cohérence de données. Ah, et là, en arrière-plan, vous avez des serveurs secondaires qui vont avoir, où on va répliquer tout le contenu, toutes les bases de données, c'est-à-dire tous les documents et toutes les collections de la base de données primaire. Donc à chaque fois qu'il y a un write, une mise à jour sur le serveur primaire, cela se traduit par une mise à jour sur les serveurs secondaires. Donc cet ensemble ici de trois serveurs s'appelle le réplica set. Donc comme on peut constater, le serveur primaire reste un point critique. C'est-à-dire s'il tombe en panne, la base de données n'est plus joignable, elle n'est plus opérationnelle. Donc pour pallier à ce problème, il y a une solution qui consiste à rajouter un autre serveur qui joue le rôle d'arbitre. L'arbitre, c'est simplement un composant qui peut être installé sur une machine séparée ou faire partie de la même machine, hein, qui permet de vérifier l'état du réseau et des requêtes. Et donc, il va monitorer en permanence le serveur primaire, et dès qu'il détecte que celui-ci ne répond plus, donc il est tombé en panne, il y a un système de vote qui va permettre d'élire un des secondaries qui va remplacer le serveur primaire. Donc généralement, un réplica set doit contenir au minimum 3 serveurs, un primary et deux secondary. C'est-à-dire si le primary tombe en panne, il y a un qui va devenir primary et l'autre secondary. Donc au minimum, il doit y avoir 3 serveurs. Alors maintenant, si on veut un niveau de redondance très élevé, on peut aller jusqu'à 50 serveurs, hein. Donc après, il y a un mécanisme de vote que je ne vais pas détailler ici qui permet simplement de choisir le nouveau primary. Euh, alors, lorsqu'un vote a eu lieu, c'est-à-dire pour ne pas compliquer trop cette procédure pour choisir un nouveau primary, simplement 7 qui vont participer à cette élection, et simplement c'est les premiers qui ont répondu à l'arbitre, c'est-à-dire qui sont les plus réactifs, hein. Deuxième aspect un petit peu plus complexe dans mon MongoDB, que je ne vais pas trop détailler, je vais juste vous donner un aperçu, c'est ce qu'on appelle le sharding. Donc le sharding, c'est quoi? C'est la distribution de données sur un cluster. C'est-à-dire la redondance, je réplique tout le contenu, d'accord, d'une collection sur les serveurs secondaires.
Le sharding, c'est pas la même chose. Sharding, c'est vraiment une collection, je peux la distribuer sur plusieurs, parce que la raison principale, c'est certainement qu'elle est une taille très 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 importante, donc il est impossible de la stocker sur un seul nœud, donc, ou ça permet aussi une meilleure performance du système, parce que on peut faire des requêtes simultanément sur plusieurs nœuds, hein, comme on l'a vu par exemple dans le cas de HDFS, un petit peu la même idée. D'accord? Alors, pour gérer ce sharding, en fait, il y a des rôles différents qui sont définis par MongoDB. Il y a ce qu'on appelle des routeurs, qu'on appelle les Mongos. Il y a des serveurs de configuration qu'on appelle config server, et les serveurs qui contiennent les données elles-mêmes, qui s'appellent shard. La composition minimale d'un cluster est d'avoir au moins deux routeurs Mongo, trois config servers et deux shards. Alors maintenant, je vais détailler le rôle de chacun de ces composants, de ces serveurs. Le Mongoose s'occupe du routage des requêtes, parce qu'en fait, lorsque une requête arrive au système, il faut la router vers le shard, donc le serveur, qui contient cette donnée, qui puisse y répondre. D'accord? Des fois, la requête, elle peut contenir enfin, elle peut concerner plusieurs shards. Alors, là, je rappelle que MongoDB est basé sur le système, les informations sont stockées sous forme d'arbre. Donc, pour rappel, on l'a déjà vu le cours, voilà. Donc ici, on a parlé, une manière de distribuer les données, c'est utiliser un arbre, c'est-à-dire l'arbre suivant certaines valeurs d'un champ particulier, il va diviser l'ensemble des enregistrements sur plusieurs nœuds suivant la valeur des seuils qui sont là. Donc par exemple, si ici on est inférieur à 30 000, on est dans cette partie, puis on peut décomposer encore et encore. Bien, donc, voilà, ici on voit le routeur. Donc finalement, le routeur, il fait ça, c'est-à-dire il reçoit la requête et il sait où se trouve le nœud ou les nœuds qui contiennent les informations recherchées. Suivant, il peut tous les solliciter, hein. Par exemple, si on fait une requête find pour retourner ton enregistrement, donc cette requête va être envoyée à tous les nœuds shard qui sont là. Alors, je reviens au slide sur le sharding. Donc, le Mongoose s'occupe du routage des requêtes. Il stocke les informations sur l'arbre permettant de répartir les données. Bien qu'il soit un point central de l'architecture, le temps de traitement est rapide. D'accord? Parce que finalement, il ne fait pas de lecture-écriture sur les données elles-mêmes, hein. Simplement, il va rediriger la requête vers les shards qui contiennent l'information, qui peuvent répondre. Alors, généralement, il faut au moins deux routeurs pour permettre de gérer la tolérance au pain. Si un Mongo tombe en panne, l'autre prend la relève. Deuxième type de serveur, c'est ce qu'on appelle les config servers, qui s'occupent de la connaissance du réseau. Aussi bien, c'est-à-dire au niveau des routeurs que les shards. Donc, ils vont ainsi stocker les informations sur l'arbre de routage utilisé par les routeurs et permettre de synchroniser celui-ci et de l'intégrer à un nouveau routeur. C'est-à-dire on peut avoir plusieurs routeurs, hein, qui fonctionnent en même temps. Et donc, pour synchroniser les informations sur l'arbre, les arbres qui sont utilisés sur les différents routeurs, le config serve se charge de cette synchronisation. En plus de cela, il gère les informations de répartition de charge sur les différents shards et la structure des réplicasets permet de rééquilibrer la charge des serveurs. Donc généralement, on essaie dans ce genre de système d'environnement d'avoir une bonne répartition de charge, c'est-à-dire que les requêtes n'arrivent pas toujours sur les mêmes shards, hein.
qui vont être submergés ou très sollicités, alors que peut-être d'autres ne reçoivent pas de requêtes. Donc généralement, c'est le travail du config serve de veiller à ce que la répartition des données ou des requêtes, elle est pas inégale. Qu'il n'y a pas trop de déséquilibre entre les différents shards. Donc il va gérer, il a toutes les informations sur la répartition de la charge et la structure des réplicas sets. Donc les réplicas sets, comme on l'a vu, c'est-à-dire le contenu d'un shard peut être répliqué sur d'autres d'autres nœuds, hein, d'autres shards pour permettre la tolérance aux pannes au niveau donné. Donc c'est une architecture assez complexe, hein. Ici, j'essaie juste de vous donner une idée. Les configs servent sont au nombre de 3 et organisés en réplica 7 pour garantir l'intégrité du réseau. Donc, de la même façon, il y a un primaire. Donc, réplica 7, je rappelle ici, ça veut dire qu'il y a un primaire et un secondaire qui peuvent prendre la relève en cas de défaillance du primaire. Les shards contiennent l'ensemble des données. Les chunks, ils peuvent contenir plusieurs chunks, pas forcément contigus. C'est-à-dire, on n'a pas forcément des parties contiguës dans l'arbre. Bien. Maintenant, dernière chose, juste une représentation visuelle des différents composants de sharding dans MongoDB. Donc, il y a le config server qui en fait gère et surveille l'état ou supervise l'état général des serveurs, hein, différents serveurs. Donc, il s'occupe de l'équilibrage de charge, de voir s'il n'y a pas de défaillance d'un serveur primaire. Donc, en haut, vous avez les routeurs qui reçoivent les requêtes, et donc ils vont les rediriger. Donc, c'est ce qu'on appelle les serveurs d'application parce qu'ils reçoivent les requêtes qui arrivent directement, par exemple, d'applications web ou des utilisateurs connectés. Et puis, vous avez les shards qui contiennent l'information et qui sont eux-mêmes organisés sous forme de réplicas, c'est-à-dire il y a le primaire et il y a les secondaires. Voilà. Donc vous voyez, si on veut, on arrive à des architectures assez complexes, si on veut à la fois garantir la tolérance aux pannes en ayant une réplication de l'information de collection et de documents sur plusieurs nœuds différents, et en même temps, si on veut, le partage, c'est-à-dire une même collection qui est très très volumineuse, ou un document, on peut le partager, hein, le diviser en plusieurs chunks, hein, sur différents charts. Voilà, donc on arrive au terme de ce cours, cette vidéo. Et donc le prochain prochain cours va concerner donc le traitement dans le big data, notamment le framework MapReduce et puis le système Hadoop, hein. Donc avant de cela, je vais vous poster aussi des vidéos qui concernent des aspects pratiques, donc que ce soit sur MongoDB ou sur aussi HDFS, hein, qu'on a vu sur la vidéo précédente. Voilà, donc au revoir et à la prochaine.